Révision constitutionnelle, PPRD et CID et ensemble annoncent une série de manifestations. Ces manifestations, nous fait savoir Média Congo, seront organisées à travers les pays à partir de ce mois de décembre 2024 pour sensibiliser la population contre cette initiative portée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et sa famille politique au sujet de la révision constitutionnelle. Info 27 nous informe que l'Église du Christ au Congo se prononcera prochainement sur cette question de la réforme constitutionnelle. Processus électoral. Média Congo nous apprend que les résultats des élections législatives dans la circonscription des Massimanimba ont été publiés hier mercredi par la CENI. D'après ces médias en ligne, 5 candidats ont été élus députés, parmi lesquels le ministre Didier Manzenga et les professeurs Kenkim Moulumba. Par ailleurs, ajoute Média Congo, dans cette circonscription des Yakoman, les candidats élus provisoirement députés nationaux sont Bouikaya Nikwindu et Zangui Ngelembi Antoine. Autre chose, dans un autre chapitre, Daniel Ngoï Mulunda, ancien président de la CENI, devenu réfugié politique en Zambie, serait interpellé depuis hier mercredi à Lusaka, révèle le journal. Mais jusque-là, le tabloïd n'a donné aucune, jusqu'ici, déclaration officielle des autorités qui n'a jamais été révélée jusqu'ici. Autre chose pour enfin finir, échec de la tripartite de Luanda. On apprend encore à travers un communiqué parvenu hier, mercredi à 7sur7.cd, la VCV a fustigé l'attitude rwandaise. Elle appelle par ailleurs à l'implication de la communauté internationale pour les retours de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci et surtout bienvenue dans votre magazine des débats et analyses, Grande Tribune, nouveau numéro. Nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux Trésor Kalala. Il nous fait l'honneur d'être toujours avec nous. Cher Trésor, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Daniel, pour l'invitation et la considération. Comme vous le savez, ça a toujours été un plaisir de nous retrouver à Congo Buzz, surtout dans la Grande Tribune. Ici, nous avons la facilité de rencontrer un plus grand nombre. Je dirais aussi bonjour à mon co-débatteur, bonjour aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre et aussi aux membres de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, qui est dirigée par Madame Adel Kabena, qui séjourne aujourd'hui en Mbujimayi dans sa circonscription électorale avec les vacances parlementaires. Donc elle a décidé de communier avec sa base au lieu d'aller en Europe ou en Afrique du Sud. Elle dit qu'elle va aller dans sa base, question de communier avec eux, vu qu'elle a été d'ailleurs la meilleure élue de la ville de Mbujimayi. Au-delà de ça, j'aimerais quand même sonner encore une sonnette d'alarme. Ça fera aujourd'hui bientôt 2 mois que je sonne cette sonnette d'alarme, selon laquelle nous sommes en train de risquer de connaître un déficit dans le collecte de fonds pour notre pays, notamment dans les entreprises de régie financière, notamment la DGDA, DGI et la DGRAD. Pourquoi? Parce que, je ne cesse de le dire, M. Doudou Fwamba est en train de bloquer les choses dans ces régies financières. Notamment, il a stoppé les mises en place et il a stoppé les engagements dans ces entreprises-là. Pourquoi il fait ça? On ne comprenait pas, mais il semblerait que M. Doudou Fwamba, lui qui a été proposé par l'UDPS, parce qu'il est ministre de l'UDPS, mais curieusement, monsieur est en train de créer son parti politique, ce qui est extrêmement grave. Et parce qu'il crée son nouveau parti politique, par conséquent, il faudrait caser ses membres de son parti politique. Et comme c'est lui qui gère les régies financières, il bloque les engagements. Il bloque les mises en place afin de caser les gens de son parti politique, ce qui est totalement une antivaleur que nous devons combattre. Et surtout, au-delà de ça, il va avoir la même mise dans la direction au quotidien de ces entreprises-là. Il a réussi déjà, la DGRAD, à faire placer quelqu'un de sien.
Le combat maintenant, c'est à la DGI pour faire partir le monsieur Barnabé Mouakadi afin de placer quelqu'un qui lui va contrôler. Et enfin, il ira à la DGDA. Pourquoi avoir le contrôle, la même mise dans la gestion au quotidien de ces régies financières-là, afin de placer les gens de son parti politique, ce qui est totalement inadmissible. Le dernier cas en date, il semblerait qu'il a quitté le combat avec le DG de la DGI. Il va même au niveau du DGA, parce qu'il veut le faire remplacer par le directeur provincial de la DGI, de la Chopo, et le mettre au niveau de la DGA, de DGA au niveau de la DGI. Pourquoi? Parce que c'est son frère des tribus. Donc les népotismes, ces antivaleurs-là, nous sommes en train de les combattre. Mais malheureusement, il y a des gens qui s'entêtent. C'est comme ça qu'ici, nous sommes en train d'interpeller le président de la République. Nous interpellons Madame le Premier ministre d'ouvrir l'œil et les bons sur les entreprises des régies financières, parce que nous sommes en train de risquer de tomber. Déjà que ces entreprises se comportent bien, notamment la DGI qui a récolté plus ou moins 5 milliards de dollars. Il a dépassé largement ses assignations et il frôle presque 30% du budget national. Alors combattre des gens comme ça, qui font de bonnes choses pour des intérêts personnels, moi je crois que c'est cruel, c'est méchant et ce n'est pas ça travailler dans la vision du chef de l'État. Donc, halte à ce genre de pratiques. Nous voulons des gens compétents qui gardent leur couloir, qui gardent leur travail afin de faire prospérer le pays et non combattre les autres afin de ramener encore le pays en arrière. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez dit, vous n'êtes pas seul. Monsieur Marius Moubalama, il nous fait aussi l'honneur d'être avec nous. Cher Marius, vous avez la parole. Bonjour, monsieur Daniel. Bonjour à nos téléspectateurs et également mes salutations à mon co-débatteur ici sur le plateau avec qui nous allons avoir un moment républicain. Monsieur le journaliste, c'est un plaisir pour moi d'être d'accompagner, n'est-ce pas, le professeur Dr Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix. Et cet homme qui a été toujours incompris, qui a été vilipendé. L'homme, on a même financé des campagnes, n'est-ce pas, de diffamation contre le Dr Denis Mukwege pendant un certain moment. Et aujourd'hui, l'État est en train de donner maintenant raison à ce digne fils du pays qu'il est le véritable prophète politique, je dis bien prophète politique de notre pays, de la RDC. Tout ce que Denis Mukwege a alerté, tout le signal qu'il a fait au gouvernement, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Dr Denis Mukwege avait interpellé le gouvernement à l'époque de ne pas, n'est-ce pas, extravertir l'économie, d'extravertir la sécurité des Congolais en laissant entrer les contingents de l'EAC sur notre territoire. Il a été traité de tous les mots. Dr Denis Mukwege a encore interpellé le gouvernement congolais de ne pas laisser partir la MONUSCO, n'est-ce pas? Parce que le départ de MONUSCO risquerait de causer, de créer un vide, n'est-ce pas? Et sa présence, s'il vous plaît, créer un vide dans les zones où ils étaient installés. On avait encore traité Denis Mukwege de tous les noms d'oiseaux. Aujourd'hui, le gouvernement est en train maintenant de revenir sur leurs propres décisions. Ils cherchent maintenant aujourd'hui comment quitter. Vous savez comment est-ce que les forces de l'EAC a quitté notre pays? Parce qu'il n'a pas produit les résultats. Alors que déjà Mukwege avait interpellé qu'il ne laisse pas entrer. Aujourd'hui, le gouvernement a demandé à ce qu'on puisse ralentir, n'est-ce pas, le départ de MONUSCO, parce que le départ de la MONUSCO est en train de créer le vide dans les territoires où ils étaient installés. Mukwege avait déjà interpellé le gouvernement sur toutes ces questions-là. Et donc, je suis aujourd'hui fier de porter la voix du Dr Denis Mukwege sur ce plateau et dire que, peuple congolais, nous avions raté une occasion d'avoir un homme digne, crédible, et qui a des réalisations palpables, l'homme sur qui repose, n'est-ce pas, le projet de pacification de notre pays. Il était candidat, vous avez... C'est ce que je dis. Nous avions raté l'occasion d'avoir un homme responsable au sommet de l'État. C'est, je dis, Dr Denis Mukwege. Merci beaucoup. Alors, la thématique, l'échec de Luanda, quelles sont les causes réelles après cet échec?
Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas revivre le même? Quelle chance pour la paix à l'est de notre pays. Nous avons déjà présenté nos invités. Je voudrais ici donner d'abord la parole à M. Trésor Kalala. Qu'est-ce qui n'a pas marché exactement dans ce processus jusqu'ici pour qu'on arrive à ce qu'on appelle échec? Merci beaucoup. Échec, ça dépend de celui qui emploie. Mais seulement pour mieux comprendre ce qui est arrivé les dimanches, ce que les gens considèrent comme un échec, il faut remonter les temps. Il ne suffit pas de prendre la situation de manière isolée par rapport à ce qui s'est passé uniquement la journée des dimanches. Ici, il faut aller dans la nuit des temps. Il faut reprendre depuis 1994, mais moi j'aime avancer jusqu'à 1997, lorsque Mosé Kabila officialise l'occupation rwandaise en République démocratique du Congo. C'est là que le mal du Congolais a commencé officiellement. Vous comprendrez que Mosé Kabila arrive, il signe des accords avec les Rwandais, ils se font des concessions. Nous t'accompagnons, une fois au pouvoir, voici ce que vous allez nous donner. Il s'est rattrapé après. Et voilà, il ne savait même pas quoi il était en train de signer. Il s'est rendu compte, nous avions tous suivi les témoignages de Gaëtan, les témoignages de Abdoulaye Ndombasi et tout. Mosé Kabila, c'est un grand hôtel qui se rend compte qu'il avait signé en fait la vente d'une partie de la République démocratique du Congo. Alors, lorsqu'il se rattrape, il dit non, mais ces gens, vous devez partir. C'est comme ça qu'on chasse les Rwandais. Et le mal a commencé là, parce que le Rwanda avait pour appui la Belgique, l'Union européenne. Et là, il fallait chasser les Rwandais. Alors les Rwandais, quand ils partent, ils ne sont pas contents de partir parce que leur vœu, c'était que Mosé Kabila respecte leurs accords, parce que quand ils sont ici, ils se comportaient comme un maître absolu. Ils tuaient les gens, ils étaient casés dans l'administration, dans l'armée, et même l'armée congolaise était dirigée par James Kabarebe. Ils voulaient rester dans cette situation-là. Alors quand on les chasse, alors ils voulaient rebondir d'une autre manière. Il y a eu un complot, on a tué Mosé Kabila. Mosé Kabila est parti. Alors la communauté internationale, ou l'Union européenne à l'époque, la Belgique et le Rwanda se sont décidés cette fois-là de placer à la tête du pays quelqu'un qui va mieux les faciliter les choses. Et c'est comme ça qu'on a choisi Joseph Kabila. À l'époque, on prend un jeune de 29 ans, on place à la tête du pays. Qui jusqu'à aujourd'hui, moi j'ai toujours douté que c'était un Congolais. Moi j'ai toujours cru que c'était un Rwandais. Qu'on nous a placé à la tête du pays pour accomplir le dessein du Rwanda, de la Belgique et de l'Union européenne. Chose qui a été faite. Nous avons évolué. Et Kabila, au pouvoir, il a donné à ces gens tout ce dont ils avaient besoin. Il leur a donné le poste dans le gouvernement, à l'Assemblée nationale, dans l'administration, dans les renseignements, dans l'armée, dans toutes les couches de la population. Il a donné au Rwanda tout ce qu'il voulait. Alors, 19 ans de gestion après, je suis en train de sauter parce qu'on n'a pas tous les temps, 19 ans de gestion après, il y a Tshisekedi qui prend le pouvoir. Il trouve une situation comme ça qui a été pourrie depuis 1997 à 2019. Il trouve une armée inféodée par le Rwanda, l'administration, le Parlement, toutes les couches de la population. Il y a le Rwandais, nos agresseurs. Et par conséquent, il doit faire un travail. Premièrement, extirper tous les éléments nocifs ou le Rwandais dans l'armée, dans l'administration, dans les renseignements, et enfin diriger les pays calmement. Mais curieusement, lorsqu'il prend le pouvoir, il y a un groupe de la délégation de M23 qui arrive ici pour négocier de leurs intérêts déjà acquis. Dit, nous avions ceci, cela, ceci et cela. Revient toujours. On n'a jamais compris de quoi il s'agissait. Non, mais quand Tshisekedi prend le pouvoir... Le M23 est en connivence avec le gouvernement, etc. Non, pas connivence. Non, pas connivence. Le M23 qui sont les Rwandais. Sont venus à Kinshasa. Effectivement, parce qu'ils avaient leur garantie, leur acquis déjà que Kabila leur avait offert. Alors, quand les régimes changent, ils se sont sentis en insécurité, alors ils viennent pour se rassurer que nous allons continuer avec ce que nous étions en train de faire. Ils sont restés ici, le professeur Mbata l'a dit, durant 14 mois de négociations pour que leur garantie continue à être garantie. Malheureusement. Malheureusement, le président dit, niet,
en tout cas, moi je ne ferai pas ce qui s'est passé avant. C'est comme ça, quand ils plient bagage, ils rentrent là-bas, ils font feu. La guerre reprend. C'est comme ça qu'on dit non, Kabila a laissé la paix, il n'y avait rien. Mais c'est quand Tshisekedi arrive, un semblant de paix, parce qu'ils étaient nourris. Ils avaient ce qu'ils cherchaient. Kabila leur donnait tout ce dont ils avaient besoin. Alors, comme Tshisekedi ne leur donne plus ce qu'ils avaient avant, et par conséquent, il faut continuer à prendre ça cette fois-là de force. Alors, maintenant, nous sommes sur cette situation-là. Est-ce qu'il fallait faire la guerre directement au Rwanda? Parce que nous savons que les M23, c'est les Rwandais. On dit non, parce que le commandement dans l'armée congolaise, la grande partie était dirigée par les Rwandais. C'est comme ça que Tshisekedi se lance sur une guerre diplomatique. La guerre a plusieurs dimensions. Nous avons la dimension opérationnelle, la dimension diplomatique, la dimension communicationnelle. La guerre a même une dimension spirituelle. Le président a commencé par une dimension d'abord diplomatique. Qui a échoué? Non, ça n'a pas échoué. Pourquoi j'ai dit ça n'a pas échoué? Dans votre concept, on sent que... Non, ça n'a pas échoué. Pourquoi j'ai dit que... Non, mais donnez-moi une minute. C'est un débat. Mon argumentaire sera vraiment incomplet si je ne chute pas comme je dois chuter. Vous aurez les mêmes... Vous voyez. Donc, il aura son temps. Allez-y. Je ne pense pas que la diplomatie a échoué. Pourquoi j'ai dit que ça n'a pas échoué? Depuis la nuit des temps, on nous a fait comprendre par le Rwanda que la situation qui se passe à l'est de la République du Congo, il s'agit d'une rébellion. Mais avec Tshisekedi, nous avons évolué avec la pression diplomatique pour faire comprendre à la communauté nationale et internationale que ce qui se passe à l'est de la République du Congo, ce n'est pas une rébellion, mais c'est plutôt une agression. Parce qu'il y a une différence entre la rébellion et l'agression. La rébellion, c'est lorsque le fils d'un pays se rébelle contre les institutions légalement établies. C'est la rébellion. Mais l'agression, c'est lorsque une armée étrangère franchit les limites d'un autre État souverain. Là, on parle de l'agression. Donc, sur le plan diplomatique, nous avons évolué. Ce n'est plus une rébellion. Mais maintenant, nous sommes dans une situation d'agression qui ont des conséquences, même sur le plan de droit international, notamment la Charte des Nations Unies, où on peut toucher même à l'article 7, plutôt au chapitre 7 de cette charte. Donc, ici, nous n'avons pas affaire au groupe rebelle. Nous avons affaire à un État agresseur qui s'appelle le Rwanda. Sur ces points-là, nous avons évolué. Merci. Malgré que les Rwandais toujours jouent à cette diversion-là, disons que les M23, ce sont les Congolais, pendant que c'est eux, les Rwandais, qui sont en train d'alimenter les groupes M23, parce que même les troupes rwandaises se battent derrière les M23. Merci. Donc, Rwanda n'a pas échoué. Pourquoi? Parce que Tshisekedi, il est arrivé sur les champs de bataille. Mais son conquérant n'est pas venu. Pourquoi? Parce qu'il sait que là, il sera coincé de manière diplomatique. Et par conséquent, il faut continuer à activer l'agression, parce que c'est là qu'il trouve son compte. Si nous avons dans un chemin passé, il sera cloué et il ne saura pas revenir dans les accords qui seront signés au niveau de ces sommets-là. Merci beaucoup, monsieur Mario. Vous avez les mêmes minutes. Qu'est-ce qui bloque ces processus selon vous? Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes. J'ai suivi mon frère Trésor ici. Et vous savez, aujourd'hui, Kagame a montré, n'est-ce pas, aux yeux du monde qui n'est pas prêt pour la paix. Dans la région, ce n'est pas seulement pour la RDC, dans la région de Grand Lac africain. Toutes les tentatives que le président Tshisekedi voulait mettre en place pour que la paix durable, on n'y arrive pas. On peut dire aujourd'hui qu'il y a un échec diplomatique parce que le rendez-vous manquait. Les rendez-vous qui pourrait accoucher, n'est-ce pas, un accord qui allait nous amener dans l'essence de la paix n'a pas abouti. Et toutes ces tentatives-là, le fait qu'elles n'ont pas réussi, c'est un regret profond, parce que cet échec ici, moi je ne vois pas seulement le président Tshisekedi, c'est un échec de tout le Congolais, parce que c'est tout le monde aujourd'hui au Congo qui aspire à la paix. Nous voulons la paix, cette histoire a longtemps duré, n'est-ce pas, a longtemps duré. Mais vous savez que il y a quand même un accord très important. Et le professeur Dr Denis Mukwege l'a rappelé, l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix et la coopération. Cet accord-là existe. Et dans cet accord-là, il y a des engagements qui ont été pris par la RDC et le pays limitrophe de la RDC par rapport à la paix dans la région des Grands Lacs. Dans cet engagement-là, n'est-ce pas? Et nous considérons, nous, Mukogistes, comme l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est un accord sérieux qui avait des indicateurs nécessaires pour qu'il y ait la paix dans la région des Grands Lacs. Mais cet accord-là est loin, n'est-ce pas, d'être mis en pratique. Et je vais vous expliquer. Dans l'accord cadre, il y a des engagements pris par la RDC, comme par exemple celui
d'établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. De combattre, n'est-ce pas, les groupes armés étrangers et nationaux qui sévissent partout sur notre territoire. Mais aujourd'hui, les groupes armés ne cessent, n'est-ce pas, de se multiplier. Ça, c'est l'engagement que notre pays nous avions pris, d'accélérer la décentralisation. Et le pays limitrophe, dont le Rwanda est signataire de cet accord ici, a pris l'engagement, disons, les pays ont pris l'engagement, n'est-ce pas, de ne pas, n'est-ce pas, soutenir, de ne pas apporter leur soutien, n'est-ce pas, aux agresseurs comme le M23. Nous savons aujourd'hui que le Rwanda, c'est une réalité, que le Rwanda apporte son soutien sur le plan militaire, sur le plan logistique au M23. Mais dans l'accord cadre ici, dans l'accord d'Addis Abeba, ils ont pris l'engagement de ne pas soutenir le 1-23. Et dans cet accord, la communauté internationale, donc les États-Unis, la Belgique, la France, le Royaume-Uni, le SADC, ont signé aussi pour accompagner en fait que cet accord-là soit mis en pratique. Mais cet accord-là n'a jamais été mis en pratique. Au Congo ici, depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, ils se sont éloignés de cet accord-là. Ils ont cherché à avoir d'autres accords avec le Rwanda, mais qui n'a pas toujours abouti. Et on a donné tout ce qu'on pouvait donner au Rwanda. Le gouvernement de Kinshasa a ouvert le ciel, l'espace aérien, aux Rwandais. Toujours pour chercher le mécanisme pour amener Kagame à ouvrir son cœur. C'est un mauvais, c'est un méchant. Il ne l'a pas fait. On est allé loin. Nous avions même, je crois, signé des accords pour que le Rwanda ait la raffinerie, pour que le Rwanda puisse mettre la raffinerie de notre or, de notre matière première au Rwanda. Qu'est-ce qu'on n'a pas donné au Rwanda? Tout. Mais le Rwanda n'a jamais... Son problème est à quel niveau? Le Rwanda, donc je suis en train d'expliquer d'abord ce problème ici. Donc il faudra maintenant revenir à cet accord-là d'Addis Abeba pour chercher maintenant, pour que cet accord-là soit respecté, soit appliqué. Et Dr Denis Mukwege va encore plus loin. Il demande cette fois-ci à la communauté internationale de ne plus être complaisant, qu'ils prennent des actions contre le Rwanda, des actions politiques et économiques contre le Rwanda. Et là, ça serait fait question maintenant de toucher au problème profond. Parce que jusqu'à on n'a jamais touché au problème profond, n'est-ce pas, du conflit qui est à l'Est. Si la communauté internationale, comme l'a demandé le docteur Denis Mukwege, s'il vous plaît, si la communauté internationale cesse d'apporter son soutien au Rwanda, les États-Unis, l'Union européenne, la France, la Belgique prennent des sanctions sérieuses, politiques et économiques contre le Rwanda va manquer les moyens, n'est-ce pas, pour soutenir, n'est-ce pas, le M23. Et ça fait partie de l'accord. Le Rwanda n'aura pas les moyens pour soutenir le M23. Et là, on sera en train de tout... S'il vous plaît, c'est cette communauté internationale qui nous appelle, ce sont nos partenaires qui nous appellent au processus de paix de Luanda. Parce que, pourquoi ils nous appellent à ce processus de Luanda, nous nous sommes éloignés de cet accord, de cet accord d'Addis Abeba. L'accord ici, il est riche. Il faut prendre le temps de lire cet accord. Vous allez voir que les engagements que nous avions pris, ce sont les problèmes qui rongent notre société, notre pays. Okay. L'absence de l'autorité de l'État, c'est toute l'étendue de la République. Quand on nous dit que Nanga et ses supplétifs ont pris des territoires, ils arrivent dans ces territoires sans trouver... Donc, sans défense, quoi. Il n'y a pas... Les territoires sont vides. Les Mobondo ici, il n'y a pas lequel la semaine passée, je m'excuse, ont brûlé vif des populations dans la maison. Pourquoi? Parce que l'autorité de l'État n'est pas effective. Donc il y a ce processus, il y a cet accord-là sur lequel on doit revenir. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, Dr Denis Mukwege avait alerté tout ça. Dr Denis Mukwege a rencontré le président de la République en 2021. Il lui avait dit, écrivez au Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'on puisse établir le tribunal international pour la RDC, la justice transitionnelle. Parce que tant qu'il n'y aura pas justice, les Congolais prendront toujours les leaks, n'est-ce pas, d'aller vers la rébellion. Imaginez-vous, messieurs les journalistes, on a violé votre mère, on a tué votre père à votre présence. Mais vous voyez l'acteur de cet acte-là en train de sillonner en liberté. Quel est le sentiment que vous allez avoir? N'est-ce pas le sentiment de vengeance? Mais si il y a justice, ça va être une leçon. Et aucun Congolais ne va pas encore se jeter dans ces velléités-là de prendre les armes contre ce pays. Et donc,
comme je l'ai dit toujours, Denis Mukwege est l'espoir sur lequel réside le projet, n'est-ce pas, de pacification de notre pays. Le gouvernement congolais a intérêt de se rapprocher de ces dignes fils de pays, de l'écouter, de prendre... Parce qu'avec Denis Mukwege, on peut terminer cette guerre ici sans qu'il y ait crépitement de balles. Parce que tout ce qu'on dit, tous les conseils que Denis, tous les conseils, je t'ai dit que Denis Mukwege a rencontré le président de la République en 2021. Et toutes les propositions qu'il fait, il met ça à la disposition du gouvernement. Mais le gouvernement, par égoïsme politique, sachant que ça vient de Mukwege, il croit que ça sera la publicité pour Denis Mukwege. Mais ils oublient que c'est pour le bien-être de la population. Merci. Ouais. Et donc, moi j'estime que le gouvernement congolais a intérêt, par rapport à cette question ici de la paix, Mukwege est très avancé. Question de la justice traditionnelle, Mukwege est avancé. Les questions politiques et économiques, Mukwege est très avancé. Quand on rencontre ces dignes fils du pays, c'est aberrant, monsieur les journalistes, que nous ayons Mukwege dans notre pays. Toutes les connaissances qu'a Denis Mukwege, toutes les stratégies qu'a mis en place Dr Denis Mukwege, c'est d'autres pays. Récemment, c'est la Colombie qui est en train de bénéficier de l'expertise de Denis Mukwege. Dans l'entretemps, la Colombie qui était confrontée, n'est-ce pas, au même problème que nous, ils sont en train de mettre en place la justice transitionnelle. Pourquoi pas nous? L'Ukraine, dans les mêmes conflits. Mais l'Union européenne, les États-Unis a apporté des actions politiques et économiques contre la Russie. C'est là aussi que nous demandons à ce qu'aujourd'hui, qu'il y ait des actions concrètes contre le Rwanda, et le Rwanda n'aura pas le moyen pour soutenir n'est-ce pas, le M23. Et ça fait partie de l'accord d'Addis Abeba. Moi, j'ai cet accord ici, je l'ai imprimé, c'est disponible partout. Vous allez voir que c'est l'un des meilleurs accords que le pays a signé. Et c'est là, la RDC, tous les pays limitrophes, et la communauté internationale aussi avait signé cet accord-là. Et donc, c'est ça aussi la solution pour les problèmes que nous avons. Très bien. Alors, je reviens à M. Trésor Kalala. Est-ce que vous pensez que... Quelles sont d'abord les faiblesses de cette médiation angolaise jusqu'ici? Parce qu'aucune sanction, bon, je ne parle pas des sanctions, menace, Kagame ne vient pas, il ne fait que tirer les choses en longueur, M. Trésor. Très bien, mais d'abord, j'ai rebondi sur un point, je crois que c'était dans sa chute. C'est bien de dire à la bouche que je peux finir cette guerre sans crépitement des balles. C'est pas loin de ce que Moïse Katumbi avait dit durant la campagne. Il dit, une fois président de la République, dans 6 mois, je vais finir cette guerre. C'est bien de le dire, mais le faire, c'est autre chose. Cette guerre a plusieurs dimensions. Et d'ailleurs, nous voyons le Rwanda. Le Rwanda, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Effectivement. Vous voyez, effectivement. Le Rwanda, c'est un alibi qui justifie la guerre. Mais le vrai patron de cette guerre, on n'a pas peur de dire que c'est les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique. En fait, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est eux les patrons de cette guerre, à côté de le multinational. Le George Soros, le Glencore, Bill Gates et les autres. iPod et tout cela qui fabriquent les iPads et consorts. Donc, c'est ceux-là les vrais patrons. Et le Rwanda, c'est ce petit garçon de course qu'on envoie pour voler les minéraux à la République démocratique du Congo afin de les vendre sur les marchés internationaux à vil prix. Donc, quand vous dites le problème profond à l'Est, c'est quoi? C'est un problème de terre. Et les terres contiennent des minéraux, des matières précieuses du moment. Il y a le coltan là-bas, il y a les cassitérites. Et alors, vous voyez, ce sont les matières du 21e siècle, les matières qui vont faire vivre le monde. Ça se retrouve là-bas. Et par conséquent, comme ces multinationales sont des capitalistes, ce sont des égoïstes, et par conséquent, ils doivent prendre ça pas à un prix normal dans un circuit légal. Il faut aller par des détours, envoyer le Rwanda au Congo, l'armée en logistique, en hommes et même en armes, afin de voler les minéraux en tout du Congo, afin de les vendre sur les marchés internationaux. Mais donc, une précision pour ne pas, peut-être pour comprendre, avec le projet Lobito ici, comment les États-Unis auront encore soutenir encore le Rwanda pour récupérer les minéraux alors qu'il est en train de mettre un projet qui va dans le sens de son intérêt. Vous savez, les États-Unis, même si vous m'avez coupé dans mon argumentaire d'avant, je vais vous soulevé. Oui, en fait, les États-Unis ne se rassasieront jamais. Vous savez, ils ont combien de barils de stockage et de réserves de pétrole, les réserves de cobalt, les réserves de cuivre.
ils ne se rassaisiront pas. Donc, il faut comprendre aussi la géographie de la République du Congo. Les matières qui sont du côté du Katanga, ce ne sont pas les matières qui sont à l'est de la République. Au Katanga, ils prennent le cobalt et le cuivre. Au Katanga, il y a aussi l'uranium. Vous voyez, je crois que ce sont les matières qu'ils prennent là-bas. À l'est, nous avons le cobalt, plutôt, nous avons le coltan, nous avons l'or, et il y a encore d'autres matières qui ne sont pas au Katanga. Donc, eux, ils ne se rassaisiront pas. Ils voudront prendre à l'est, ils voudront prendre au Katanga. Quand ils verront au centre, ils viendront. Eux, effectivement. Donc, ici, ce n'est pas que non, comme on a ouvert la voie du Katanga, on stoppe les... Non, eux, ils ne se rassaisiront jamais. Ils feront des stocks et des stocks. Ils sont comme ça. Donc, eux, c'est leurs intérêts qui priment. Donc, je suis en train de dire ici que ici, le vrai mobile de cette guerre qu'on nous mène de manière internationale, c'est nos minéraux qu'on veut avoir à vil prix. Et par conséquent, il faut utiliser le Rwanda comme un garçon de course. Et si nous allons dans le fond, pour découvrir l'hypocrisie de ces gens-là, depuis la nuit des temps, ces gens condamnent l'invasion. J'ai suivi l'ambassadeur, je ne sais pas, de l'Union européenne ici, rencontrer notre Premier ministre, aussi ministre des Affaires étrangères. Non, nous condamnons l'appui du Rwanda 23. On fait la des discours. diplomatie de bonne volonté. Ils font même de déclarations, de reconnaissance qu'ils rendaient sur notre sol. Vous vous souviendrez de rapports des experts des Nations Unies. Par 2 fois, ils ont reconnu que les militaires rwandais sont sur le sol congolais. Mais qu'est-ce qu'ils font? Le secrétaire général de l'ONU, il vient ici, il dit, les M23 ont des armes de la dernière génération que l'ONU n'a pas. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc ça sent de la complicité et notre vrai ennemi, c'est ces gens-là. Alors écoutez, Trésor Karala, c'est vous dites, Luanda, qu'est-ce qui bloque et tout et consorts. Nous allons tourner en rond. Nous avons mené une guerre diplomatique qui a démontré ses avancées, mais à un certain niveau. Laissez-moi le dire clairement, au-delà que ça démontrait ses avancées, mais aussi ses limites. En fait, Luanda doit être considéré comme la ligne rouge. Des avancées. Effectivement, je venais de le dire d'abord. C'est rien, mais non, j'ai dit sur le plan diplomatique. Quand il y a de rapports des experts qui reconnaissent ce qu'on ne reconnaissait pas avant, parce qu'on disait que ce qui se passe à l'Est, c'est les Congolais entre eux. Mais avec les avancées diplomatiques, aujourd'hui, c'est démontré noir sur blanc. Même les Nations Unies ont reconnu, même le Conseil de sécurité des Nations Unies a reconnu que les Rwandais, les soldats rwandais sont sur le sol congolais. C'est l'avancée. Et même le paradigme. Aujourd'hui, on ne parle plus de la rébellion. Aujourd'hui, on parle de l'agression. C'est différent. Parce que l'agression, ça devient une autre dimension de droit international, même des relations internationales. Ça aussi, c'est sanction à son niveau. Vous comprenez? Donc, ça sont des avancées. Ce sont des avancées au niveau diplomatique. Et sur terrain. Maintenant, c'est comme ça que j'ai dit, maintenant, la guerre au niveau opérationnel. La guerre a cette dimension. Sur le plan diplomatique, nous sommes bien battus. Nous avons récolté quelques résultats. Mais, malgré ces résultats-là, nous avons atteint maintenant les limites de cette guerre-là à partir de cette histoire de Luanda. Moi, je crois que Luanda, le chèque, entre guillemets, parce que moi, je ne veux pas parler de l'échec totalement, parce que Tshisekedi était là pour la paix, mais où était Kagame pour venir parler de la paix? Vous comprenez? Donc à ce niveau-là, moi je crois que ça doit être considéré comme la ligne rouge. Donc après Luanda, on ne doit plus envisager une autre formule de négociation, de sommet ou de dialogue. Ici, nous allons continuer à parler à travers nos émissaires, mais il faut maintenant activer, il faut maintenant activer la dimension opérationnelle. Ça veut dire quoi? Nous devons maintenant activer les batteries pour se battre sur terrain et nous faire d'essai. J'ai fini par ici. S'il te plaît, j'ai fini par ici. J'ai appris que notre armée, le budget a augmenté. J'ai appris que nous avons les troupes qui ont augmenté. J'ai appris que nous avons les nouvelles unités et les nouvelles armes. Aujourd'hui, nous pouvons nous battre. Mais comment expliquer que les territoires qui sont tombés du côté des Roubero, on dit que l'M23 a utilisé les drones kamikazes et qui ont mis nos phares d'essai en débandade, alors qu'il semble que nous avons aussi des drones. Donc, monsieur le président de la République doit se réveiller. Cette fois-ci, ce qu'on doit privilégier, ce n'est plus la guerre diplomatique, mais la guerre opérationnelle sur le terrain, mettre tout notre arsenal d'armement sur le terrain, récupérer les territoires qui sont occupés. Si les Rwandais résistent, occuper ces territoires afin de les mettre dans la position de faiblesse, afin qu'ils ne viennent plus continuer
adjoint représentant du Congo. Merci. Continuez comme ça. Très bien. Nous ferons un siècle et on ne trouvera pas de solution. Attaquer le Rwanda serait forcer la main à ces grandes puissances de se retirer. Merci beaucoup. Afin de venir négocier avec nous directement beaucoup, au lieu de Monsieur passer par le Trésor. Rwanda. Alors, Monsieur Marius, vous étiez en train de donner beaucoup plus la chance aux accords d'Addis Abeba soutenus par Denis Mukwege. Oui. Oui, non, je pense que je vais avoir le même tas d'antenne que mon frère Trésor ici. Oui, mais messieurs les journalistes, quand je parle de l'accord cadre d'Addis Abeba, je ne vais pas dire qu'on est en négociation. L'accord est signé, l'accord existe. Seulement que nous nous sommes éloignés de cet accord-là. Et tous ceux qui viennent de citer là-bas, ils sont signataires, n'est-ce pas, de l'accord d'Addis Abeba, l'accord cadre pour la paix d'Addis Abeba. L'Union européenne, les États-Unis, la Belgique, le Royaume-Uni, tous ces mondes-là sont concernés par cet accord ici. Mais qu'est-ce qui bloque cet accord? Je te dis, nous nous sommes éloignés, nous sommes allés dans un autre processus qui n'implique pas tous les acteurs. La communauté internationale n'est pas impliquée dans les processus de Luanda. Si. C'est qui est vrai que le Rwanda, c'est un proxy téléguidé utilisé par ces communautés-là, en fait que ces gens-là puissent avoir accès facile à notre matière première. Mais quand vous suivez, quand vous lisez les recommandations données ou prises par la RDC par rapport dans cet accord, vous allez voir que ce sont les problèmes comme je l'ai dit. Permettez-moi de vous lire seulement 3 recommandations. L'avant-dernière, il y a la promotion et le développement économique, y compris au sujet de l'expansion des infrastructures et de la fourniture des services sociaux de base. Ça, c'est un problème que nous avons au pays. Promouvoir la réforme structurelle des institutions de l'État, y compris la réforme des finances. Là, on fait allusion aux corruptions, au détournement qui gangrène notre société. Et ça, c'est depuis 2013 que cet accord ici a été signé. Également, promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de la démocratie. On fait encore allusion à quoi? À la justice traditionnelle. Nous nous sommes éloignés de ces accords, ces engagements ici. Si on les mettait en pratique dans notre pays, ça veut dire qu'il y a des problèmes à l'interne. Vous pensez pas que tous ces accords nous prennent beaucoup de temps, comme M. Trésor est en train de dire. Non, là j'ai dit l'accord d'Addis Abeba, l'accord d'Addis Abeba, n'est-ce pas? C'est le meilleur. Et ça protège la RDC. Mais nous nous sommes éloignés de cet accord ici. Il y a le mécanisme de suivi qui a été mis en place, qui a été géré par un moment par François Mwamba. Après ça a été Ibalanki de l'IDPS qui nous donne le rapport des avancées de cet accord ici. Rien n'a été fait. C'est pourquoi j'ai dit qu'avec cet accord, on peut recouvrir la paix. C'est question qu'à l'interne, n'est-ce pas, qu'on soit sérieux. Nous avions vécu autant d'années de guerre. Nous avons perdu les nôtres. On ne doit pas continuer à les perdre. Le problème, c'est aussi à l'interne. La mise en application de cet accord ici, ça peut soulager, ça va soulager. Mais malheureusement... Qu'est-ce qu'il faut pour la mise en application? C'est le sérieux à l'interne ici. La corruption gangrène notre pays. La corruption et le détournement fait que, ce que mon frère ici déplore, l'armée soit inefficace sur le terrain. C'est une recommandation de réformer les finances de l'État. Il y a déjà des moyens, mais M. Trésor l'a dit. Les moyens sont là. Mais les moyens sont... S'il vous plaît, les moyens sont là. Mais est-ce que c'est tel que prévu par la loi des finances? C'est arrivé comme ça aux bénéficiaires? Je pense qu'ils sont sérieux dans cette démarche. Oui, c'est ça le problème. La justice traditionnelle, j'en ai parlé. Denis Mukwege s'était battu. Ces histoires nous prennent du temps. Non, j'ai dit, ça nous prend du temps. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais mis ça en application. Oui. On n'a jamais mis ça en application. Si aujourd'hui, comme l'a dit Dr Denis Mukwege, que la communauté internationale puisse prendre des sanctions contre les Rwandais, il n'aura pas de moyens. Il ne va pas venir en aide de ces rebelles-là. Ces rebelles-là n'auront pas le moyen. Si on est sérieux dans les finances de l'État, n'est-ce pas? S'il y a la justice dans notre pays, sur le plan international, nous serons pris au sérieux. C'est cela aussi le problème, M. Trésor. Parce qu'il y a des aspects immatériels qui peuvent nous permettre aujourd'hui de recouvrer la paix dans notre pays. Et donner Denis Mukwege, il travaille le jour au lendemain. Ma question est que, êtes-vous sûr que, non, M. Trésor l'a dit, s'imposer sur terrain va résoudre tous ces problèmes? Je vais vous dire une chose. Dans l'accord cadre ici, on parle, n'est-ce pas, de l'établissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue. Kabila là. Tous les accords du monde. Comment vous allez être efficace sur terrain alors que vous n'y êtes pas présent? Toutes les zones prises, pardon, s'il vous plaît, toutes les zones prises par le M23 et Nanga
C'était des territoires qui n'étaient pas sécurisés, qui étaient vides. On dit toujours que Nanga va dans il prend des terres qui sont vides. Mais ces accords existaient. Non, c'est pourquoi je vous ai dit que ce n'est pas mis en pratique. Notre pays à l'interne, il y a un problème. Okay. On doit reconnaître ça. Sur le plan diplomatique, monsieur Trésor, il n'y a pas des avancées. Nous, on est focalisé seulement sur le Rwanda. Alors que c'est un proxy téléguidé qu'on utilise. On ne voit pas ces communautés. Nous, au moins, vous... Je m'excuse avec la toux. Très bien. Sur le plan, vous avez décrié ça. L'inefficacité, n'est-ce pas, de notre diplomatie. On ne sait pas toucher aussi des acteurs clés. La communauté internationale. Ce sont eux qui sont derrière le Rwanda. Est-ce que vous trouvez normal, messieurs les journalistes, que Denis Mukwege ait trouvé, ait décroché une résolution des Nations Unies et à l'Union Européenne pour l'interdiction de la commercialisation et de l'exploitation de matières premières venant des zones de conflit, en particulier en RDC, mais que ce soit les gouvernements congolais qui signent des accords avec le Rwanda pour la raffinerie de l'or congolais? C'est une contradiction. On ne prendra pas au sérieux. Tous les détournements et la corruption qui gangrènent notre pays. Ça n'aide pas. Ça tire vers le bas l'efficacité, n'est-ce pas, de l'action publique. Et avec ça, on ne sait pas évoluer. On ne sait pas nous prendre au sérieux. J'ai dit que cet accord cadre, tous les acteurs qui sont impliqués dans notre guerre sont signataires. Et tout le monde devrait respecter sa responsabilité. Le Rwanda devrait demander au Rwanda, on a demandé dans cet accord aussi, au Rwanda de ne pas apporter ce soutien au M23 à Nanga. C'est cette communauté internationale. Tu vois? Mais non, allez demander maintenant, François Mwamba est en vie. Claude Balanki, récemment ici, il est là. C'est lui qui a géré aussi le mécanisme de suivi. Parce que le mécanisme de suivi qui est chargé de suivre l'application de cet accord. On n'y fait pas cas. On s'est éloigné, n'est-ce pas? Alors qu'au début, en 2013, on avait défait le M23. Ça n'existe plus. Par quel moyen? Vous comprenez? Mais l'inefficacité de l'action publique nous ramène encore dans la même situation. Nous ne devons pas continuer à tourner à rond. Nous devons avancer. Je m'excuse encore. Nous devons avancer. Nous avions perdu le nôtre pendant des années. Merci. Et donc, moi j'ai dit qu'il y a d'abord des problèmes à l'interne ici, dans notre pays, que nous devons régler. Sur quel plan? Non, je vous ai lu les recommandations, n'est-ce pas? Okay. Les engagements pris par la RDC, la justice transitionnelle, la présence de l'autorité de l'État, c'est tout l'État de la République, la construction, n'est-ce pas, des moyens de transport, de routes et consorts. Tout ça sont les engagements pris par la RDC. Aux pays voisins qui sont en train de financer, n'est-ce pas, ou accompagner les M23, on leur avait demandé, n'est-ce pas, de ne pas soutenir le mouvement rebelle. Mais le Rwanda continue à le faire. Merci. Nous aussi, nos engagements à l'interne ici, on n'a pas respecté, n'est-ce pas? C'est pourquoi, moi j'ai dit qu'avec cet accord, si c'était respecté et mis en pratique, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. On n'aurait pas. C'est le meilleur accord. Nous voulons comprendre. Donc, pour mettre fin à ce qu'il y a comme insécurité à l'Est, il faut respecter l'accord. Les accords d'Addis Abeba, c'est ça? Prenez, oui. Si on respecte l'accord d'Addis Abeba, on aura résoudre vraiment à 90% les problèmes qu'il y a à l'Est. Les problèmes qu'il y a à l'Est. Pas seulement la RDC, tout ce qui est... Et tout. Non, je vous ai parlé de Kwango ici, là où il y a les Mobondo. Ce n'est pas l'Est. Okay. L'absence de l'autorité de l'État. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Trésor Kalala, vous proposez au président de la République de se pencher sur l'option opérationnalisation de tout ce qu'il y a comme problème à l'Est. Comment y prendre? Les parlements sont à... Je ne sais pas, explique-nous un peu, qu'est-ce qui doit se passer? Qu'est-ce que le président doit faire? On doit mettre à côté les processus de paix de Luanda et s'engager. Quelle est la position que la RDC doit maintenant prendre face à tout ce que vous venez de citer? M. Marius l'a dit, et vous également. Qu'est-ce que la RDC doit faire actuellement? Je reviendrai avec la même question chez M. Trésor et chez M. Marius, pardon. Merci pour la verve oratoire que vous m'offrez encore une fois de plus. Ici, d'abord, il faut noter que le processus de Luanda, peut-être ce que mon frère ignore, n'a pas été initié par la République démocratique du Congo, moins encore par l'Angola ou le Rwanda. Le processus de Luanda a été initié par l'Union africaine, en premier lieu, et en second lieu par l'ONU.
le Conseil de sécurité des Nations Unies est intervenu pour avoir ces processus-là de Luanda. Ils sont concernés. Effectivement. Okay. Donc, déjà là, vous comprenez que ce sont des avancées diplomatiques. Parce que lorsque l'ONU s'intéresse, l'Union africaine s'intéresse, pour mettre deux États autour d'une même table, ce n'est plus la rébellion, c'est l'agression. Je répète. Donc, nous avons avancé sur le plan diplomatique, nous avons avancé, malgré que moi, j'ai dit aujourd'hui ici, nous devons continuer cette guerre médiatique-là, mais de l'autre côté, il faut accentuer la guerre opérationnelle. Okay. Mon frère vante l'accord d'Addis Abeba. Très bon accord. Il suffit de l'appliquer dans la région, on aura la paix. Mais malheureusement, c'est difficile que ça soit appliqué lorsque nous sommes en face des États voyous et des dirigeants voyous comme Kagame et le Rwanda. C'est quelqu'un qui s'en fout de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la communauté internationale. Il s'en fout parce qu'il sait qu'il a des géants derrière lui. C'est comme ça qu'il montre les muscles pendant qu'il n'en a pas. Lui, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est comme un petit qui a des bombes derrière lui. Donc il ne craint personne parce que quand tu les touches, ces géants vont apparaître. C'est ce que le Rwanda fait. Donc ici, c'est comme ça que moi je suis en train de dire, je n'ai plus confiance en la communauté internationale, à l'ONU, l'Union européenne, tous ces gens-là, même les réseaux sous-régionaux, là, moi je ne fais plus confiance en ça. Moi je suis pour la guerre. Parce que j'ai comme l'impression que nous nous battons en hésitant. Nous résistons, nous nous défendons au lieu d'attaquer afin de récupérer nos territoires. Quand vous avez les nouvelles de ceux qui nous viennent de l'Est, on vous dit le M23 a lancé une offensive. Le M23 a tenté de contourner. Le M23 a attaqué les positions. Le M23 a débordé. Et les FARDC ont repoussé les attaques. Donc, c'est toujours nous qu'on attaque. Mais nous, on n'avance pas. Pourquoi? Nous respectons les cessez-le-feu de Luanda. Moi, je crois que cette danse-là, à un certain niveau, ça doit s'arrêter. Okay. Et parfois, nous perdons les territoires, même sans combat. Au nom du respect du cessez-le-feu, ils nous ont attaqués, on ne veut pas répliquer, on recule. Et voilà, les territoires tombent sans combattre. Et moi, je dis que cette histoire, ça doit finir. Le président de la République doit prendre... C'est là que moi, je réponds à votre question. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour mettre fin à ça? Vous savez que Russie et Ukraine se battent, mais leurs émissaires se parlent. La guerre en Irak, les États-Unis et l'Irak, ils se battaient. Mais dans les coulisses, leurs émissaires continuaient à se parler. Comme il y a un principe en relation internationale, ne jamais couper le contact, même avec son ennemi. On ne coupe jamais contact en relation internationale. Nous pouvons, nous sommes en guerre, mais nous sommes toujours en contact. On se parle, mais on se bat. Le processus de paix est là. Ça va continuer. Sur le terrain. Mais le terrain opérationnel, il faut que les lignes bougent parce que comme ça, on ne nous respecte pas. C'est comme ça qu'il faut user de ces principes de relations internationales, de la réciprocité des États. Donc, ton armée franchit les frontières, mon armée aussi franchira tes frontières. Tu tues chez moi, je tuerai aussi chez toi. C'est ça le rapport de force et c'est comme ça que les États se font respecter. Mais si l'autre est déjà à des kilomètres sur mon territoire, et moi je suis toujours à la table des négociations, on ne me respecte pas. Aujourd'hui, si vous suivez la politique internationale, ce qui se passe à l'Ukraine, aujourd'hui Poutine commence à parler autrement. Parce que l'Ukraine réagit à la proportion des attaques. Vous comprenez? Aujourd'hui, Poutine peut dire non, soyez calme, moi je suis pour la paix. Parce que l'Ukraine a démontré un rapport de force. Tu lances des missiles chez moi, je lance des missiles chez toi. Tu tues mes officiers, je tue tes officiers. Vous comprenez? Vous tuez en Ukraine. Hier, il y a eu assassinat du général de nucléaire en Russie. Donc c'est la réciprocité, la légitime défense à part égale. C'est ce que nous devons faire. Nous avons l'armée rwandaise chez nous. Je crois que l'armée congolaise aussi doit franchir les limites des territoires rwandais. C'est comme ça que lorsque nous irons dans les négociations, c'est en nous respectant. Kagame ne va pas fuir. Pourquoi Kagame n'est pas venu? Parce qu'il gagne du terrain. Si le Congo avait aussi des territoires occupés au Rwanda, Kagame viendrait. Et on se ferait des concessions. Je te rends tes territoires, tu me rends mes territoires et on se respecte. Mais aussi longtemps que Kagame nous occupera
et nous sommes toujours autour de la table, on n'occupe pas aussi son territoire, cette histoire ne finira pas. C'est comme ça qu'en définitive, je dis ceci. Monsieur le Président, nous avons appris que aujourd'hui le budget de l'armée tourne autour de 4 milliards. Nous avons maintenant 150 000 hommes. Il y a de nouvelles unités qui ont été formées, qui n'ont jamais existé. Nous avons des armes de la dernière génération. Nous avons des avions de chasse, des drones de repérage. Monsieur le Président, pour moi, j'estime que la guerre diplomatique a démontré ses limites, malgré qu'elle doit continuer, mais concentrons-nous sur la guerre opérationnelle, récupérons nos territoires, mettons toute la force possible parce qu'on ne nous respecte pas. Si nous frappons le Rwanda, les États-Unis, l'Union européenne, ces gens-là viendront négocier avec Kinshasa directement au lieu de contourner par Lorenzo, activer un peu le Rwanda pour dire non, dites-leur de négocier avec les M23 pendant qu'ils sont dans un même bloc. Frappons le Rwanda, récupérons nos territoires, retrouvons notre intégrité territoriale. Toutes ces grandes puissances-là viendront négocier chez nous directement. S'il faut parler affaires, on parlera affaires gagnant-gagnant, égal à égal. Mais si nous laissons cette situation comme ça, rien ne va changer. Donc, bref, Monsieur Tshisekedi, portez la tenue militaire, mettez un béret rouge, mettez des bottines de soldats, entrons sur les champs de bataille pour récupérer nos territoires afin de garantir notre intégrité territoriale. On a compris votre démarche, votre souhait, mais le gouvernement, vous avez suivi les briefings à Mouyaya et Madame Kaikwamba, si je ne me trompe pas. Wagner. Le gouvernement congolais compte beaucoup sur le processus de Bon, dans une certaine mesure, je crois que... En tout cas, l'opération combat... En tout cas... vous savez, le Rwanda a toujours eu sa technique légendaire. Vous aurez la parole. Sa technique légendaire, la victimisation. Il s'est dit, nous sommes un petit pays, nous sommes minoritaires, le Congo il est grand, ils sont nombreux, ils veulent nous envahir et voilà. Ils ont toujours crié comme ça. C'est pourquoi nous aussi, par sagesse et par stratégie aussi, nous sommes dans toutes les procédures proposées par la communauté internationale. Allez à Luanda, nous sommes à Luanda. Allez à gauche, nous sommes à gauche. Allez en Nairobi, nous sommes à Afrique du Sud. Pour éviter que le jour où je frapperai, ne dites pas que nous avions proposé tel schéma, vous êtes allés à l'encontre, par conséquent nous vous sanctionnons. Donc nous allons dans tous ces schémas-là pour montrer à la face du monde que les jours là, au bête à moi, bon le battez parce que j'ai accompli toute la procédure. Vous comprenez? Donc moi je crois que c'est aussi une bonne politique, mais au-delà de ça, c'est ce que je suis en train de dire. Continuons à aller dans ces schémas-là, mais au moins si on ne sait pas attaquer les Rwandais directement, mettons toute notre énergie quand même à récupérer les territoires qui sont quand même chez nous. À les envahir également. C'est ce que je dis, nous récupérons chez nous, mais s'ils s'entêtent à nous attaquer, nous pouvons aussi les envahir. Comme eux, ils sont du côté Est, nous pouvons les envahir du côté Ouest aussi. Nous prenons quelques territoires là-bas, comme ça nous pouvons négocier à force égale. Mais quand c'est eux qui sont chez nous, c'est chez nous qu'on meurt, c'est chez nous qu'il y a des déplacés, c'est chez nous qu'on tue, qu'on viole, eh bien, le Rwanda se considérera toujours grand et il boycottera des rencontres comme ça. Forçons-les la main à nous donner la paix, parce que c'est nous qui avons besoin de la paix. Occupons certains territoire rwandais, ou au besoin, si on ne doit pas se comporter en état voyou, en état agresseur, eh bien, récupérons nos territoires. Si jamais le Rwanda continuait, eh bien, nous allons aller chez lui, occuper ces territoires afin de garantir cet équilibre de force. Sinon, si ça continue comme ça, eh bien, nous attendrons 100 ans pour trouver la paix. Parce que nous tendons déjà, il nous reste quelques minutes avant que chacun puisse chuter. La position que la RDC doit normalement, au-delà des accords et ainsi de suite, prendre pour l'instant. Monsieur le journaliste, nous avons une armée et la mission de cette armée, c'est de défendre le territoire, défendre le pays contre toute forme d'agression. C'est ça, défendre l'intégrité territoriale. Mais depuis que Nanga et l'M23 sont en musique, nous ne faisons que perdre le territoire après le territoire. Nous, depuis que cette aventure a commencé, je n'ai pas entendu quel territoire que nous avions récupéré. Non, plusieurs. Ouais. Non, plusieurs. On a eu à... Voilà, s'il y a des territoires récupérés, c'est bien, mais au moins, le 1-23 ne fait qu'avancer. Et pourtant, nous avons une armée. Comme Trésor l'a dit ici, notre armée est équipée maintenant, l'effectif a augmenté, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi voir les conditions, la motivation. Ouais, et la motivation. C'est pourquoi moi, je suis en train de voir aussi les sociales. Un militaire qui est motivé, qui sait que derrière lui, il n'a pas laissé de soucis, il va se battre. Il va donner le meilleur de lui-même. Et nous sommes forts. Mais la corruption,
Le détournement tire vers le bas l'efficacité de l'action publique de l'État. Ça veut dire qu'il y a des problèmes d'abord à l'interne qu'on doit commencer à régler. Ce sont les engagements pris par la RDC dans cet accord ici d'Addis Abeba. Il faut respecter les engagements que nous avons pris. D'abord, c'est pour le bien de notre population, mais ça va rendre encore efficace l'action du gouvernement. Okay. Ouais. C'est là où il y a les problèmes. C'est là qu'il y a les problèmes. Les acteurs en face de nous, nous n'avons pas un lobbying, une diplomatie aussi forte, capable de persuader ces gens-là, n'est-ce pas, à prendre des sanctions qu'il faut contre le Rwanda. C'est pourquoi Mukwege dit dans son communiqué que c'est comme les pays des communautés internationales là, doivent désormais quitter, n'est-ce pas, dans des condamnations creuses qui ne produisent pas des effets et toucher les questions profondes du conflit qui est à l'Est. Donc ils cessent d'apporter leur soutien politique et économique et financier au Rwanda. Le Rwanda va manquer le moyen à donner, n'est-ce pas, à Nanga et au M23. Et vous allez voir comment la situation va se décrisper de soi-même. C'est là qu'il y a le problème. Mais tant qu'à l'interne ici, ce que Trésor ne veut pas dire, nous ne prenons pas les choses à bras le corps. On ne combat pas le détournement, on ne combat pas l'impunité. On ne combat pas les injustices dans notre pays. On ne respecte pas les droits de l'homme. Aux yeux de la communauté nationale, nous ne serons pas pris au sérieux. Tout ce que nous avons comme richesse aujourd'hui, tout ce que nous avons comme richesse aujourd'hui, le monde en a besoin pour le futur. De manière ramassée, pour tout ce que vous avez dit, on retient quoi dans dans 2 minutes, notre communiqué l'a bien dit, revenons, n'est-ce pas, à l'accord, n'est-ce pas, à l'accord cadre pour la paix et la sécurité, pour la paix, la sécurité et la coopération d'Addis Abeba. Amenez aussi les acteurs à revenir sur cet accord ici et respectez-les. Engageons-nous à respecter nos engagements et vous allez voir comment est-ce que la situation sera en train de décrypter. C'est ça le conseil qu'a donné encore une fois de plus le prix Nobel de la paix de Dr Denis Mukwege au gouvernement congolais, quitte au gouvernement de prendre ces conseils en considération. Voilà encore une fois de plus pourquoi Denis Mukwege s'était présenté comme candidat président de la République. C'était pour avoir l'impérium. Parce que Mukwege n'engage pas le pays à l'ONU, n'engage pas le pays dans des discussions internationales. Lui, quand il fait ses plaidoyers, c'est en tant qu'acteur de la société civile. Mais s'il avait l'impérium, c'est pourquoi j'ai dit tantôt que nous avions raté l'occasion d'avoir l'homme qui a l'aura, qui a l'audience, qui est écouté, qui est crédible face à la communauté internationale. Si Mukwege était président de ce pays, si Mukwege était président de ce pays, cet accord ici d'Addis Abeba serait pris en compte et nous ne serons pas dans cette impasse ici. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse, on ne sait pas s'en sortir. Il avait interdit, Mukwege, l'entrée de forces de EAC. Aujourd'hui, nous avons du mal à quitter les EAC. C'est un impératif aujourd'hui de quitter les EAC. Parce que c'est parmi les agresseurs, les EAC. Mais Mukwege avait signalé. Attention, cette affaire-là, nous risquons d'être de perdants. Et c'est ça aujourd'hui la réalité. Merci beaucoup. Il nous reste 3 minutes. Dans 2 minutes, on retient quoi, M. Trésor? Merci beaucoup. J'ai entendu ici, on dit que la diplomatie est faible parce qu'il fallait convaincre ces grandes puissances-là et tout. Ces gens-là n'écouteront pas. Parce que les convaincre, ça veut dire qu'ils passent par le chemin légal pour prendre le minerai. Mais aussi longtemps qu'ils trouvent de bénéfices dans la fraude avec le Rwanda, eh bien, ils ne vous écouteront pas. Donc, Tshisekedi a vu Bill Gates. Tshisekedi a vu, s'il vous plaît, Tshisekedi a vu toutes les grandes puissances. C'est qui? Le président américain, c'est qui encore? John Biden. Biden. Il a vu l'autre ici, Macron. Il a vu Angela Merkel. Il a vu tous les grands de ce monde. Il est allé même aux Émirats, ceux qui achètent l'or. Il les a vus. Il les a vus, il les a fait même des offres, on a vu. Même le Rwanda, il a dit ici, Rwandair, raffinerie de l'or. Qu'est-ce qu'on n'a pas donné? Qui est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Mais rien n'échange. Donc par conséquent, il faut aller dans mon schéma qui est de renforcer la force opérationnelle. Kamboa, je suis d'accord avec ce que Trésor dit, que la communauté internationale ne peut jamais nous comprendre, ne peut jamais nous faire confiance. Tant que notre pays est inscrit parmi les 15 pays les plus corrompus au monde. Bon, tant qu'il y a le détournement
Tu vois, tant qu'il y a violation des droits de l'homme, ce sont ces indicateurs-là. Quand vous allez chez Angela Merkel, il n'y a pas de détournement, il n'y a pas d'évolution. Nous parlons au Congo. Moi, je ne suis pas rwandais. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a des indicateurs sur lesquels. S'il vous plaît, il y a des indicateurs. Un investisseur sérieux ne viendra pas dans un pays où il y a la corruption. Ouais. C'est là que nous sommes. Combattez d'abord la corruption. Combattez d'abord les détournements. Et nous serons respectés. Respectez les droits de l'homme. C'est là que nous sommes, M. Trésor. Ce sont des éléments qui nous donnent de la valeur au vu, n'est-ce pas, de partenaires. C'est qui va terminer la guerre à l'Est. Maintenant, si nous sommes à l'interne sérieux, si nous sommes à l'interne sérieux, messieurs les journalistes, nous serons respectés. On a fini, monsieur le S'il vous plaît, soyons élégants. De manière commence à ramassée. être indécent la chute de cette émission. Écoutez, il faut connaître l'histoire de son pays. Quand vous allez maintenant, vous faites du coq à l'âne, ce n'est pas comprendre la profondeur des choses dans ces pays. Les Américains ne voudront pas prendre les minerais de manière légale. Ils iront toujours par de fraude à travers le Rwanda. C'est faux. Il y a le corridor Lobito qu'on a ouvert avec les Américains qui veulent exploiter le cobalt au Katanga de façon légale. Une autre dimension. Ça, ce sont des contre-vérités qu'il ne faut pas laisser passer. Vous m'empêchez de conclure. Non, il y a des choses. Ne faites pas ces jeux-là, ça ne vous élève pas, ça vous dit. Non, je dis ceci que les Américains sont entrés légalement avec le corridor de Lobito. Faites preuve de la hauteur. Ils vont exploiter. Très bien. Cette façon, ne vous en pas. Évitez ces jeux-là, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas un mauvais jeu, parce que c'est juste de vous relancer. Non, vous ne me relancez pas, au moins que vous enviez le rôle du journaliste. Vous êtes politique, nous les journalistes, ne prenez pas sa place. Donc, au-delà que nous avons tout donné, ces gens ne vont pas écouter ici. Il faut une vraie concentration sur la situation opérationnelle, donc faire la guerre. De l'autre côté, le peuple congolais, la complicité de la population. Vous savez, il y a des gens qui vivent à l'Est qui complotent avec l'ennemi. Il y a des gens, on a vu, on attrape des mamans avec des bidons jaunes, soi-disant qu'ils vont au champ ou à la rivière puiser de l'eau, ils font passer les munitions dans les camps de l'ennemi. Tout ça là, c'est un problème. Mais au-delà de ça, au-delà de la complicité même de l'armée, il y a aussi la complicité dans les politiques. Vous avez des personnalités comme le Denis Mukwege. Ce sont des acteurs majeurs de cette insécurité. Comment expliquer oh là, non, monsieur le journaliste, attention avec ce que vous dites ici, parce que Mukwege, il est le seul aujourd'hui qui se bat pour la paix au pays, dire qu'il y a un peu de l'insécurité. C'est le seul qui mais la population autour de lui est tuée jour et nuit. Il faut demander à ce siège et puis la population, c'est qui déclare sur le tour. Donc, ça c'est très grave. Mukwege, non, monsieur le journaliste, les acteurs non, de cette insécurité que nous sommes en République du Congo. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, si Denis Mukwege est populaire, prix Nobel et tout et consort, mais c'est Kabila qui l'a rendu célèbre. C'est Kabila qui a rendu Denis Mukwege célèbre. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de tuerie, on ne parle pas de Denis Mukwege. Et là où on tue, on ne tue pas Denis Mukwege, mais on tue ses voisins. Donc on comprend que parmi les acteurs, parmi le bourreau de cette population-là, Denis Mukwege fait partie. Mais malheureusement, à cet homme-là, on a accordé un prix Nobel de la paix imaginaire pendant qu'un Gandhi, on ne le pas. Je comprends. Donnez-moi. S'il vous plaît. Je comprends maintenant. On ne peut pas citer Denis Mukwege. Parmi les acteurs majeurs. Je comprends maintenant aujourd'hui. Donnez-moi la parole de la République démocratique du Congo. Je comprends aujourd'hui. Denis Mukwege fait partie, c'est pas un modèle. D'ailleurs, il y a une enquête. Il faut que Denis Mukwege nous dise. Avec son opération là de réparation. Je comprends maintenant aujourd'hui l'indécence de M. Trésor, la manque de réformation de M. Trésor ici. Parce que les choses qu'il a de déclarer ici, il doit en donner le preuve. Il doit donner le preuve de ce qu'il a de déclarer ici. Mukwege, il y a des enquêtes sur Mukwege. Mukwege aujourd'hui. Non, mais il n'y a pas des enquêtes de contre-vérité. Oui. Non, il doit porter plainte contre ce monsieur et amener des preuves de tout ce qu'il a déclaré sur le plateau de télévision. Il doit apporter des preuves de ce qu'il a déclaré ici. Parce que ça, c'est très grave. La personnalité la plus respectée dans le pays aujourd'hui, c'est Mukwege. Quand il dit des choses comme ça, c'est très grave. Où sont partis les reins? Où sont partis les organes vitaux? Nous sommes à la télévision, nous ne sommes pas à la radio. Nous sommes à la télé, nous ne sommes pas à la radio. Vous allez apporter, n'est-ce pas? Vous allez apporter des preuves de vos déclarations. Les acteurs majeurs de l'insécurité, il va apporter des preuves de ces déclarations. C'est à la télévision et c'est enregistré. Il va apporter des preuves de ces déclarations. Il n'y a pas d'enquête contre Mukwege, c'est faux. Mais là où on tue les gens autour de lui. Pourquoi lui on les tue? C'est vous qui... Non, c'est vous qui... Pourquoi il est sécurisé les Congolais?
votre capacité de sécurité les Congolais, c'est ça qui tue la population congolaise. Votre manque de la diplomatie qui amène à ce que nos populations meurent de jour au jour. Mais vous allez apporter les preuves de vos déclarations sur le plateau de la télé. On ne peut pas parler avec indécence la personnalité du pays comme Dr Denis Mukwege. Et ça, je ne le laisserai jamais. Non, ça c'est une bêtise. Vous avez laissé aussi le trésor à des choses qui sont fausses. Mukwege, c'est l'un des acteurs majeurs de la sécurité dans ce pays. Aujourd'hui, Mukwege, c'est lui qui apporte les soutiens. Le gouvernement congolais a abandonné la population congolaise à Dr Denis Mukwege. Et vous allez dire